Salut les monstres, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière analyse des cartes de l'extension Évasion du Fort Pourpre qui sortira le 7 juillet. On a terminé avec toutes les classes, il reste les neutres. J'avais dit que je ferais une sélection, finalement je vais toutes les passer en revue. Par contre, il y en a certaines où si vraiment elles sont fillers, je vais juste pas m'attarder dessus. Et du coup, on aura fini avec ce set. Vous aurez vu toutes les cartes et je pense que ça donne déjà un aperçu de ce qu'on va pouvoir faire de nouveau. Donc j'ai hâte de pouvoir tester tout ça en live. Et en attendant, on va commencer avec Inspecteur Murloc Holmes. Donc c'est une 4-5 pour 4, le stade d'un Yeti. Cri de guerre, examine une carte de la main de l'adversaire. Si l'adversaire joue une carte avec ce nom au prochain tour, vous obtenez 3 cartes la pièce. C'est un Murloc. C'est anecdotique, mais c'est un Murloc. Euh, c'est bon, c'est pas une carte qui a un réel impact sur le coup. Encore une fois, je parle toujours des decks aggro, mais c'est parce que c'est quand même des archétypes qu'il faut prendre en compte. Euh, L'effet, il est intéressant. Je pense que pour un joueur plutôt confirmé, vous êtes à peu près sûr en fait d'embêter votre adversaire parce que euh, si vous savez que votre adversaire a besoin de curver une carte et que ça l'arrange pas de devoir décaler, en fait, vous allez pouvoir dire à votre adversaire, ok, bon bah maintenant je sais ce que tu vas jouer à ton prochain tour parce que c'est ce que tu veux jouer à ton prochain tour. Maintenant, si tu la joues, ben j'aurai 3 pièces. Bon, pour le coup, c'est une carte qui peut pas mal synergiser avec toute la synergie voleur. Après, encore une fois, c'est une carte qui aura pas réellement d'impact quand elle va arriver en jeu. Après, le fait qu'elle ait 5 PV, c'est quand même pas mal. Dans l'idée parce que du coup ça peut se curver en même temps que Xavius et pour le coup Xavius est relativement présent et du coup Murloc prend un value trade sur Xavius. Euh, En fait la carte, je suis pas sûr que la carte sera jouée en vrai parce que bah, encore une fois on joue des decks de 30 cartes. Le set est plutôt puissant hein, globalement je trouve cette fois-ci. Ils ont vraiment sorti des cartes de fou pour la plupart des classes. Euh, je pense que cette carte sera cut, enfin elle fera pas le cut en tout cas. Et mais l'effet est sympa et l'effet peut réellement être embêtant. Dans un deck, surtout si vous le jouez dans le deck voleur justement où vos pièces ont des effets, potentiellement obliger votre adversaire à lui dire bah écoute soit tu joues ta carte plus tard et du coup tu te décurves, soit tu me donnes 3 pièces, ça peut l'embêter. Après, c'est pas non plus la folie quoi. La carte est sympa, elle est pas achetée, mais encore une fois, je pense que elle justifie pas de prendre une place dans un deck. Garde crédule, râle d'agonie, vous pouvez dire pardon pendant cette partie. Bon, ça c'est du filler, mais c'est fun, c'est une émote qui a existé pendant un moment. C'est très marrant en vrai. Bon, ça reste une 1-3 pour 1, mais vous serez content de la trouver peut-être en chasseur. Mais sinon, c'est juste du filler, c'est une carte fun, mais bon, c'est cool qu'ils aient fait ça en vrai. Punisseuse du fort pourpre. 4-3 pour 3. Choisissez un serviteur adverse. Lui vole ses effets bonus. Et gagne +1/+1 pour chaque effet volé. Alors oui, alors j'ai vu des gens qui avaient analysé cette carte. Et je crois qu'il y a des gens qui ont lu la carte en diagonale. Parce qu'en fait, ils comparaient ça avec une carte qu'on a eue pendant un moment en standard. J'ai oublié son nom, excusez-moi. Mais c'était une 3-3 pour 3 neutre qui, quand elle arrivait en jeu, en cri de guerre, en fait, enlevait les boucliers divins des serviteurs adverses et gagnait +2/+2 pour chaque bouclier divin qu'il avait enlevé. En revanche, cette carte, en fait, c'est choisissez un serviteur. Donc, enfin, ça peut potentiellement gérer qu'une seule créature. Euh, du coup, je pense que ce sera jamais joué en vrai.
À moins qu'un jour, il y ait une carte qui soit jouée dans tous les decks, genre une neutre, vous voyez, genre style, Ziliax à une époque qui a, ruée, bouclier divin, machin. Si un jour on a une carte on a une carte un peu comme Ziliax qui est neutre avec beaucoup de mots-clés, qui est jouée dans tous les decks, ça pourrait être intéressant de jouer cette carte parce que virtuellement, du coup, vous allez avoir le vôtre et potentiellement, vous avez une chance d'en avoir un deuxième grâce à ça et de gérer celui de votre adversaire. À part ça, je pense que la carte ne sera pas jouée. Prisonnière seule, 5-3 pour 5, coûte 2 cristaux s'il n'y a aucun serviteur sur le plateau. C'est du filler, je ne m'attarderai pas. Diablotin des égouts, provocation, Ral d'agonie inflige 2 points de dégâts à chaque adversaire. Euh, alors, en théorie, c'est pas une bonne carte. C'est pas une bonne carte. Après, maintenant, c'est un Ral d'agonie uniquement. Enfin, c'est une AOE uniquement à sens unique, c'est pour votre adversaire. Et donc, ça lui inflige ainsi aussi les 2 dégâts face. Et en fait, je dis, normalement, je pense que la carte est mauvaise, hein. Enfin, je suis même sûr, c'est pas une bonne carte. Mais faudra quand même faire attention au fait que si on a un moyen de tricher avec cette carte, ça peut être chiant. C'est-à-dire que si on paye pas les 6, mais qu'on l'invoque, et qu'on invoque du coup une 4-6 qui, quand il meurt, blesse tout du côté de votre adversaire, ça peut commencer à être embêtant. Et du coup, je dis ça parce que Démoniste commence à vouloir tricher avec les démons. Et je pense qu'il aura mieux à jouer, mais si jamais dans les listes, on se rend compte que Démoniste, démon est jouable, mais qu'il nous faut un pool de démons conséquent parce que la synergie est facile à mettre en place, et ben peut-être qu'on envisagera de jouer cette carte. C'est pour ça que je dis c'est nul, c'est une mauvaise carte, mais peut-être que Démoniste pourrait se permettre de jouer cette carte. Parce qu'elle a provocation, qu'elle a quand même 6 PV, qu'elle a une AOE à sens unique, et que si on paye pas les 6 et juste on l'invoque, bah ça devient embêtant quoi. Donc voilà, pour cette raison-là, je mets quand même une pièce sur cette carte. Elle est pas bonne, mais si on l'invoque gratos ou par un effet de value, ça reste une carte embêtante. Ruée, chaque serviteur allié a toxique, un 7 pour 7. Eh bien, c'est une nouvelle carte pour le pool de chasseurs. Ah, c'est vrai que j'ai pas analysé les bêtes sur toute la review. Bah, tant pis, on le fera pas pour les, moi je reviendrai pas sur les cartes de classe. On vérifiera, sur le tas. Mais je vais peut-être essayer de prêter attention sur les neutres du coup. Du coup, nouvelle carte, exécrable, mais du coup, c'est une carte qui rentre dans le pool, de 7 du chasseur compagnon. Ça reste une carte que vous allez pas souvent prendre, mais sur un malentendu dans un mirror ou contre un guerrier qui joue Tortola, ben, ça la gère en fait. Ça gère des gros tons, difficiles à tuer ou qui peuvent pas être ciblés. Donc des fois, peut-être que sur chasseur compagnon, vous allez la prendre, surtout que bon, si vous commencez à avoir plusieurs bêtes sur le board, ça peut être embêtant, hein, parce que chasseur compagnon joue beaucoup de spells à 1. Si vous arrivez à la découvrir par un effet et qu'il vous reste encore le spell à 1 qui inflige un point de dégâts où vous voulez et qui invoque une bête à 1 ruée, bah elle aura Toxie. Donc en fait, dans chasseur compagnon, ça peut être une solution. À part ça, la carte est nulle à chier. Pardonnez mes termes. Rat cambrioleur. À la fin de votre tour, vole toutes les cartes ayant rejoint la main de votre adversaire pendant votre tour. Euh, alors, la carte est nulle, l'effet est hyper niche, mais euh, est-ce que je vous... En fait, pour moi, il y a peut-être un truc. En gros, la carte est nulle, l'effet est giga niche, mais... Bon, du coup, je vais... Mais, en fait, on a le Sire Pilleur, le contrebandier, qui est aussi une carte nulle et très niche, qui est une 5-5 pour 8, qui en cri de guerre mélange ensemble les mains des deux adversaires. Donc, ça a été dit, l'effet ne peut pas fonctionner si votre main est vide.
Donc vous pouvez pas juste voler des cartes à votre adversaire. En revanche, du coup, je dis ça parce que sur le principe, les cartes en fait vont rejoindre la main de votre adversaire, si normalement ça fonctionne comme ça. Et donc, serpilleur avec rat cambrioleur, ça vole la main de votre adversaire. Alors, oui, ça coûte 12, oui, c'est compliqué, mais dans un jeu où on peut exploiter 100% de notre deck, je dis ça parce que je suis un joueur de Pokémon et que vous avez des prix sur le côté et ainsi de suite. Mais en fait, je serais pas choqué que des druides contrôle, des druides un peu rampe, jouent une fois le rat cambrioleur et du coup le serpilleur pour avoir une petite combo de 2 cartes qui sera pas forcément compliquée à trouver parce que le, le druide, enfin, quand même un bon potentiel de pioche. Et du coup, vous avez quand même une combo dans votre deck de 2 cartes euh, qui vous permet de voler la main de votre adversaire. Et du coup, dans des mirrors de deck contrôle, ça peut être dévastateur. Donc, à noter quand même que la carte ne sera jamais jouée à part d'Android avec la légendaire euh, en guise de combo anti-contrôle. Oiseau en captivité. Provocation 3-4. Quand vous préparez une carte avec cette carte en main, réduit le coût de cette carte d'un montant égal au coût de l'autre. Cette carte est hyper intéressante. Euh, donc comme je disais, ça rajoute du coup cette bête dans le pool de 5 des chasseurs compagnons. Euh, Vous allez rarement la choisir, mais ça reste une provocation. C'est pas mal en vrai. C'est pas mal. Euh, C'est bizarre parce que dans mes souvenirs, ou alors j'ai complètement disjoncté, mais dans mes souvenirs, la carte coûtait 3. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais j'ai l'impression que quand elle est sortie, elle coûtait 3 la carte. Bon bref, du coup la carte est intéressante parce que, en fait, sur le principe, préparer, ça vous permet de faire des tours puissants, mais c'est un tour où vous perdez de la tempo, et du coup, avoir le potentiel de setup une 3-4 provocation sur le tour où vous préparez, c'est quand même hyper intéressant. Donc il y aura certainement des decks qui pourront se permettre de jouer l'oiseau en captivité. La carte a du potentiel et sera certainement jouée. Mais à cinq ça fait un peu mal. Dans mes souvenirs, elle coûtait 3. Mais à 3 c'était fumé parce que c'était hyper facile de la jouer pour 0. 5 ça fait mal, hein. Je sais plus. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si j'ai juste rêvé ou si ils l'ont nerf d'avance. Exécutrice déguisée. 5-4 pour 3. Peut-être jouer des deux côtés. Donc ça c'est une nouvelle mécanique. Il y aura plusieurs cartes de ce type là. Bon, on l'a déjà vu en guerrier par exemple. Euh, Détruit un serviteur adjacent aléatoire. Alors, la carte est pas terrible. La carte est pas terrible, voilà, je le dis tout de suite. La carte est pas terrible. Les seuls trucs que je vois potentiellement, c'est dans des decks œufs. Dans des decks œufs, parce que du coup, ça vous fait quand même une carte qui peut détruire votre œuf et vous poser une 5-4 pour 3. Ou, au besoin, vous pouvez aller détruire un serviteur à votre adversaire en lui donnant une 5-4, mais bon, si c'est pour détruire une 10-10, vous voyez ce que je veux dire. Donc la carte est pas bonne, elle sera certainement jamais jouée, mais dans des decks œufs, avoir un potentiel de péter son œuf et en même temps d'avoir une possibilité de détruire des spoilers adverses, c'est pas inintéressant. Spécialiste de l'évasion. Une fois que ce serviteur a attaqué sans mourir, vous piochez une carte et le serviteur s'échappe de la partie. Bah c'est pas bon, hein, c'est surstaté, mais bon, ce qui est pas mal, c'est qu'elle se recycle par contre, c'est-à-dire que quand elle s'échappe de la partie, vous piochez une carte. Après maintenant, euh,
Est-ce que c'est réellement intéressant? En plus, faut pas qu'elle meure, hein. Ah, je pense que la carte elle est filler. Il y a peut-être des cartes qui arriveront à en profiter, mais ouais, non. Je pense que c'est filler en vrai. Conducteur en cavale, vous piochez deux cartes. Si ce sont des serviteurs, gagne charge. Euh, Alors cette carte, pour moi, la carte est pas bonne, mais effectivement, elle peut avoir du sens dans le chaman qui doit jouer que des serviteurs. Parce que du coup, vous avez une draw de serviteurs et du coup, vous avez une 5 de charge en plus. À part ça, je pense qu'on ne verra pas la carte. Archimage capturé, Râle d'agonie, 3-2 pour 2. Si vous avez fait mourir 4 autres archimages capturés pendant cette partie, lance boule de feu sur un adversaire aléatoire. Bon, la condition est très compliquée. Et comme je vous disais dans l'analyse du paladin, pour moi, il y a vraiment que le paladin qui pourrait profiter de, de cette carte. Je sais pas si le paladin euh, qui voudra jouer la légendaire qui met 10 drop 2 dans le deck sera joué avec l'archimage capturé, mais moi j'avoue qu'en tout cas c'est un truc qui me chauffe pas mal. Parce que du coup vous allez avoir 10 archimages capturés. Donc là sur le coup 10. Une fois que 4 archimages seront morts, ça veut dire que les 6 suivants, à chaque fois qu'ils vont mourir, vous allez infliger des boules de feu. Enfin, vous allez lancer des boules de feu sur des adversaires. Et du coup, 6, ça commence à faire beaucoup, hein. 6 x 6, c'est énorme. Ça procra sur Umbra parce que je suis assez convaincu que quand Umbra va déclencher le cri de guerre, comme, excusez-moi, comme la condition est dans le râle d'agonie, j'ai dit cri de guerre, pardon. Comme la condition est dans le râle d'agonie, quand Umbra va choisir ses cibles pour lancer les effets, il n'y a pas de ah, je copie le râle d'agonie d'un archimage où 4 serviteurs n'étaient pas morts, donc ça marche pas. Donc Umbra peut relancer 5 boules de feu, et encore une fois, j'imagine quand même une petite combo avec Archimage capturé et potentiellement Maiev qui met en sommeil les serviteurs pendant un tour. Et, et qui leur donne plus 2 plus 2. Alors ça, c'est anecdotique, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une légendaire paladin, une nouvelle légendaire qu'on a vue ensemble, qui en fait a une AOE unilatérale, c'est-à-dire qu'elle détruit uniquement, enfin pas unilatérale, elle peut l'être, elle détruit tous les serviteurs non paladins. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que si vous n'êtes pas contre paladin, bien évidemment, en fait, vous avez un petit setup, vous pouvez faire Maiev, setup des archimages, ils vont être en sommeil, ils vont se réveiller au prochain tour, et quand ils se réveillent, vous jouez la légendaire, elle va détruire tous les serviteurs, en théorie, parce que si vous jouez pas contre Paladin, elle détruira tout. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va aussi détruire vos archimages parce qu'ils ne sont pas Paladins. Et comme vous allez clean le bord de l'adversaire, toutes les boules de feu iront face. Alors c'est un peu rush, mais en fait c'est des combos qui me semblent pas. En fait, ce sera un deck fun, mais je pense que c'est un deck fun qui pourra fonctionner parce que le paladin a quand même accès à l'aura qui permet de ramper, et du coup, les synergies un peu plus chères, c'est pas inenvisageable. Surtout qu'avec l'aura, si vous la jouez T2, vous allez arriver T4 et du coup, ben, au T3, et vous pourrez déjà jouer 2 Jarsimage. Donc, ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le design de la carte et j'ai très envie de la tester en paladin en vrai. Celui-là, on l'a vu. Diablotin Infernal, 6-6, râle d'agonie, inflige 3 points de dégâts à chaque autre personnage, donc nous-mêmes et nos serviteurs également. Se déclenche aussi dans votre main ou dans votre deck. Non.
En fait, je comprends pas parce qu'il y a des gens. J'ai vu des gens qui disaient que c'était super fort avec le lieu et tout, si je dis pas de bêtises, mais en fait, si on défausse la carte, ça déclenche pas le râle d'agonie, il faut qu'elle soit détruite. Ouais, En fait, j'ai vu des gens qui avaient vraiment espoir sur cette carte, mais pour moi, on a la possibilité de la défausser, mais pour moi, ça n'activera pas le râle d'agonie, hein. Il est pas précisé, hein. Donc, se déclenche aussi dans votre main ou votre deck. Euh, je suis pas sûr que on ait beaucoup de possibilités de l'activer, hein. Donc, on verra. Peut-être qu'il y a un truc qui m'échappe, mais en fait, je pense que la carte, elle est pas jouable, hein. Détective téméraire, ruée 4/4 pour 4. Râle d'agonie, vous obtenez une tenue de détective. On s'en connaît, c'est pas la première fois qu'il sort des cartes comme ça. C'est filler, c'est trop cher. Golem activé, confère réincarnation à la fin du tour. Donc c'est mal écrit, mais c'est lui qui gagne réincarnation à la fin du tour, c'est filler. Robot d'alarme automatique, c'est fun. Au début de votre tour, échange ce serviteur contre un serviteur aléatoire de la main de votre adversaire. Vous ne jouerez jamais cette carte, mais des fois, sur une génération aléatoire, vous allez peut-être bullshit la game, mais du coup, on oublie. Faussaire frénétique, cri de guerre, vous obtenez un sort jouable aléatoire, il est temporaire. Euh, alors, la carte est pas terrible. En revanche, je trouve elle peut avoir quand même un intérêt dans certains decks. Typiquement, je trouve en chasseur, la carte peut être vraiment cool parce qu'en fait, vous jouez beaucoup de sorts pas chers et du coup, j'ai l'impression que ce sera jamais compliqué de juste obtenir un sort à 1 temporaire. Et du coup, dans l'idée, pouvoir facilement avoir des petits sorts à 1 en posant un body, j'ai l'impression que ça pourrait être intéressant. Je peux peut-être me tromper, hein, mais j'ai l'impression qu'en chasseur, la carte peut être sympa. Et sinon, je pense que c'est tout, hein. Après, il y a le mage qui a des bons spells à 1 maintenant aussi. Mais bon, peut-être qu'il a mieux, mais. Ouais. Parce qu'en plus, je me dis, dans tous les cas, en fait, si vous jouez beaucoup de spells à 1, c'est un sort jouable aléatoire. Et du coup, si vous la jouez pour 0, bon, maintenant, il y a le spell du druide aussi, mais. J'allais dire, vous avez quand même une chance d'avoir innervation et donc de jouer une 2-2, de faire votre innervation et de jouer votre spell. Mais vous pouvez aussi avoir backstab préparation. Ouais, du coup, ça commence à être un peu situationnel. Mais ouais, pour moi, en chasseur, pouvoir potentiellement choper un sort à 1, ça peut être sympa. Donc ouais, dans chasseur, ça peut être testable. Pickpocket, si votre deck contient 25 cartes ou plus, vous piochez une carte. Alors, la carte est pas inintéressante. Il y a plusieurs decks qui pourraient se permettre, enfin pas tant que ça, mais il y en a certains qui pourraient se permettre de la jouer. Mais ça me fait un peu penser, on a toujours eu des cartes avec des synergies comme ça. On a quand même une 3-2 pour 2 qui dit qu'en cri de guerre, elle inflige 3 points de dégâts si on contrôle une quête. Elle a jamais été jouée et je sais que c'est pas le même effet, mais ça me fait un peu penser à ce type de carte qui est basé sur une nouvelle mécanique. Et en fait, juste, bon, on a des cartes de classe pour piocher qui sont bien meilleures. Donc, à moins qu'un deck en ait besoin, mais guerrier, je pense que dans ce moment, il s'est largement pioché. Et paladin voudra pas jouer ça parce que le paladin qui peut augmenter son deck, ce sera le paladin. euh, Enfin, à vérifier encore une fois, mais le paladin qui va vouloir ajouter des tours 2 dans son deck ne voudra pas jouer ça parce que pour tous les sorts annexes qui permettent d'invoquer les drop 2, vous n'allez pas vouloir invoquer ça du coup. Donc je pense que la carte sera pas jouée. Dispositif de dissimulation, 1-2 pour 1, râle d'agonie, vous obtenez une arme aléatoire.
La carte sera pas jouée, mais encore une fois, dans chasseur ou dans des invocations random de tour 1, vous serez peut-être content de la générer aléatoirement et de récupérer potentiellement une arme puissante. Sinon, on jouera jamais la carte. Prison de Zuramat. Alors ça par contre, heu, Prison de Zuramat, c'est une carte à 5 cristaux qui a 3 d'utilisation. Choisissez une carte dont vous vous défaussez pour invoquer un serviteur 5/5 avec provocation. Déjà, c'est pas mal parce que, heu, il y a quand même certains decks qui jouent des tech cards pour des match-ups qui sont compliqués. Si jamais vous avez la carte en main et que le match-up, heu, ne nécessite pas de jouer cette carte, vous pouvez juste défausser et invoquer une 5/5 taunt. Donc ça que c'est pas mal. La carte est plutôt intéressante. Mais c'est pas fini. En râle d'agonie, libère Zuramat qui joue une des cartes défaussées à chaque tour. Et du coup, Zuramat, c'est à la fin du tour, joue une carte défaussée par la prison de Zuramat. Et du coup, c'est une 8/8 pour 8. Ce qui est monstrueux, c'est que je suis quasi convaincu que la carte pourrait nécessiter, pour la plupart des decks, de jouer la 3/3 qui détruit un lieu, sauf que je pense que ça active le râle d'agonie. Donc si votre adversaire a déjà mis un sort de malade dans la prison de Zuramat et que vous pétez le lieu, vous allez juste lui donner une 8/8. Et donc le sort a l'air, enfin le lieu a l'air ingérable. Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais quand même un peu, c'est que c'est le genre de carte, enfin le power level de la carte me semble vraiment insane pour plein de decks, plein de decks, c'est n'importe quoi. Parce que le fait de relancer, c'est quand même un truc. Genre, surtout que les lieux, à la rigueur, vous pouvez même les péter vous-même. Genre, je pense que vous le ferez pas, mais ça coûte 5 pour tous les decks qui peuvent accélérer. Si vous défaussez, je vais aller dans l'extrême parce que c'est pas le plus fort, mais si vous défaussez un Ultra Gigazor et que le lieu il est pété, bah vous avez une 8/8 qui va invoquer des Ultra Gigazor beaucoup trop tôt dans la partie, quoi. Et le lieu m'a l'air monstrueux. Le fait que le Râle d'Agonie empêche clairement d'avoir envie de le détruire, quoi. Alors oui, Zuramat va lancer moins de spells, mais à la rigueur, limite, c'est mieux. Si vous avez mis un spell complètement pété et que c'est un spell qui, s'il est lancé à chaque fin de tour, fait des trucs monstrueux, bah en fait, vous vous en fichez, quoi. Du coup, je sais pas trop. Peut-être que ça va être le retour pour des decks qui n'ont pas de gestion de devoir jouer Big Game Hunter, j'ai oublié son nom en français, mais celui qui détruit des serviteurs qui ont 7 d'attaque au plus. Je sais pas, néanmoins, oui, j'ai perdu un peu mes mots, désolé. Hem, c'est le type de carte hyper cool. J'aime beaucoup la carte, elle a l'air trop chouette et j'ai envie de la jouer dans la plupart des decks parce que je suis pas un joueur d'aggro. En revanche, ça me dérange un peu, comme Xavius par exemple, ou Ziliax ou des cartes comme ça. C'est des cartes qui répondent à ce qu'on appelle la règle des 29 cartes, c'est-à-dire que vous allez cliquer sur créer un deck. Et si votre but est pas de tuer votre adversaire au T3 ou au T4, vous allez cliquer sur carte à 5 cristaux et glisser cette carte dans votre deck. Et du coup, vous allez voir, je suis assez sûr, des prisons de Zuramat à toutes les sauces. Et c'est un peu dommage en termes de deck building parce que je pense que ça va être auto-include dans beaucoup de decks. Maiev la gardienne, donc j'en parlais justement, c'est une 1/4 pour 2. Une fois que vous avez joué un serviteur, lui donne +3/+3 et le fait entrer en sommeil pendant un tour. Mmh, ça non, si c'est ça, hein, il se réveille au prochain tour, hein. Parce qu'en fait, le proc de sommeil, il prend effet, si le 1/1 il est activé, il se réveille. Donc comme je vous disais, heu, ouais, c'est ça, hein, donc c'est bien joué. Donc il y a pas de,
Il n'y a pas de bullshit avec la légendaire guerrier parce que du coup, si vous l'invoquez depuis votre main ou votre deck, elle gagnera, enfin, elle sera pas mise en sommeil. Néanmoins, vous pouvez décider de la jouer vous-même, mais bon, vous aurez pas envie de payer 4 pour faire ça. Euh, des gens disaient que c'était bien dans des decks aggro, peut-être, peut-être. Mais moi, j'ai l'impression que ça peut être un moteur à combo, potentiellement de combos puissantes, mais qui nécessitait de jouer trop de cartes chères sur le même tour. Et peut-être que Maiev peut permettre de faire la combo en 2 temps, si ça nécessite pas que la créature attaque. Mais pour moi, il y a un potentiel de setup de combo avec cette carte, et c'est ça que j'aime bien. Donc, parce que par exemple, vous pouvez par exemple réduire votre Vanessa à un certain prix, vous dire bon bah là Vanessa, je vais la jouer, mais elle va peut-être pas faire grand-chose. Vous pouvez potentiellement réduire votre Vanessa au tour 3, donc elle va coûter 2. Bon après ça, enfin c'est, vous perdez beaucoup de tempo, hein, je le nie pas. Au tour 4, vous faites Maiev Vanessa. Vanessa va être endormie et ça va être une 7-7. Elle va se réveiller au prochain tour, vous serez full mana et vous allez faire un tour de débile. C'est un exemple parmi d'autres, mais je pense que on peut garder en tête Maiev, pas que pour setup des gros boards aggro, mais aussi pour euh, setup des combos. Je suis assez sûr que ça peut setup des combos. Commissaire, priseur, clandestin. Bah typiquement ça pourrait. Bon, ça commence à être un peu cher, mais ça pourrait fonctionner avec Maiev. Donc c'est une 4-4 pour 9, ce qui est énorme, mais à la préparation. Vous piochez une carte chaque fois que vous lancez un sort. Donc ça fait penser au commissaire-priseur qu'on a eu à une époque, qui a été nerf et qui a été un beau problème dans le jeu quand même en voleur miracle. Bon, je dis ça, mais j'étais un joueur de voleur miracle. Euh, à, à quel point c'est pertinent en Hearthstone 2026? Parce qu'il va quand même falloir pouvoir le préparer sans mourir, hein. Parce que là, réduire 9, ça commence à être beaucoup. Parce que si vous la préparez T3, ça la réduit de 4, il va coûter 5. Mais du coup, vous n'allez pas pouvoir le jouer tour 5 à moins que vous ayez plein de sorts pas chers. Euh, En fait, l'effet de la carte est stupide. Si on arrive à setup la carte et à pas mourir, c'est un potentiel à dégueuler votre deck et à gagner la partie. Néanmoins, la préparation est rush quand même. La préparation est rush. Donc faut voir si on arrive à préparer commissaire. Et après, bah, typiquement, commissaire coûte cher à préparer, mais du coup vous allez potentiellement avoir l'oiseau, la 3-4 tonnes, qui peut facilement coûter 0 si vous souhaitez, par exemple, si vous voulez poser un taunt pour vous protéger, vous pouvez choisir de réduire le commissaire-priseur de 5, donc non, de 4. Vous pouvez le réduire de 4, donc plus 1 ça fait 5. Donc il coûtera 4, ça va réduire votre oiseau de 5, et du coup vous allez pouvoir donc consommer 4 mana et poser un oiseau avec provocation gratuitement. C'est une carte pour moi qui sera essentiellement, si la carte est jouée, ce sera vu dans Druide et dans Voleur, hein. Je pense pas que d'autres decks pourraient se permettre de jouer le commissaire-priseur clandestin. Mais les deux decks que je viens de citer, Voleur et Druide, s'ils arrivent à jouer commissaire-priseur et à pas mourir, je pense qu'on perd la partie. Voilà, je le dis. Passeuse d'Ephias, préparation, cri de guerre, donne plus 2 d'attaque et ruée à un serviteur allié. C'est filler. Vanessa la meneuse, bah, je vais pas en parler, hein, c'est pété. La carte est en train de déglinguer le jeu. Alors moi j'avoue que j'ai rarement de la chance avec, parce que j'essaye de la jouer pour pas trop cher et tout, et je stoppe toujours des trucs que j'arrive pas à jouer. Mais ouais, la carte peut vous plier des games à elle toute seule très rapidement.
C'est vraiment un enfer. Et on a fini, et ça a duré 35 minutes. Ben finalement, c'était pas si long que ça en vrai. Donc voilà. Donc, bon, Vanessa en connaît, mais c'est fumé. Dans les cartes à retenir, comme je disais, il y a commissaire-priseur, qui est pas une carte. En fait, l'effet de la carte est oufissime, mais je sais pas si en 2026, on peut se permettre de perdre autant de tempo. Mais encore une fois, si il s'avère qu'on peut se permettre de perdre autant de tempo, il fera gagner des games tout seul en druide et en voleur, c'est sûr. Maiev, qui pour moi peut être intéressante pour setup des combos. Prison de Duramat qui sera complètement fumé en... euh, pour moi, alors, j'ai très envie de jouer démoniste démon. Et du coup, la carte en démoniste démon, pour moi, est vraiment bien. J'ai très envie, je suis quasi sûr que dans Druide, la carte est complètement cassée. Druide va faire mal, hein. En vrai, Druide, ça va être un enfer. Ouais. En vrai, je pense que Druide, oh, ouais, à voir. Du coup, Druide jouera cette carte. Démoniste peut jouer cette carte. Après, il y a d'autres decks, hein. Il y a des matchs contrôle qui pourraient jouer cette carte. Euh, Guerrier pourra jouer cette carte. Mais c'est vrai que la carte fait trop peur, hein, parce que, en fait, si vous pouvez pas gérer Zuramat, euh, même en guerrier, vous jouez Tortola, vous la déposez avec Zuramat. Zuramat, enfin le lieu pète, bah vous avez une 8-8 qui va invoquer Tortola en fin de tour. Bah top, top. Euh, ouais, guerrier c'est puissant. Après il y a, pour moi même chasseur compagnon, hein, enfin chasseur compagnon. je sais- on pourrait se dire, bah ok, je joue le spell à 8 qui invoque les compagnons, j'ai mon spell à 7, potentiellement un autre truc sympa, et au pire, ben du coup, à chaque fin de tour, Zuramat va vous invoquer des giga compagnons. Enfin, tous les decks mid-range contrôle vont trouver un intérêt à jouer cette carte parce que, en fait, vous allez pouvoir invoquer une 5-5 provocation en défaussant un sort monstrueusement cher et avoir, du coup, Zuramat qui, en fin de tour, va. C'est bien en fin de tour, hein. Ouais, vous allez avoir une 8-8 qui va relancer les sorts, quoi. Enfin, les sorts, les serviteurs, tout, quoi. C'est flippant, hein. En vrai, le power level de cette extension m'a l'air solide. Donc, Prison de Duramat, c'est indéniable que la carte est fumée. Je me mouille un peu, mais je suis à peu près sûr que il y aura des druides. Il y aura des druides qui joueront Sire-Pilleur et Rat Cambrioleur en combo de counter au match-up contrôle. Parce que vous volez la main d'un adversaire. Enfin, en fait, ce qu'il y a, c'est que Druid a quand même pas mal de potentiel de rampe maintenant. Vous avez Isera qui vous monte à 15. Vous avez le Tréant. Vous avez Laura. Vous allez pouvoir les trouver assez rapidement, hein, ces 12 mana. Vous allez pouvoir piocher des cartes. Druid pioche plutôt bien en ce moment. Et juste, je pense que je pense que la combo peut casser des decks, hein. Enfin, si vous jouez contre prêtre, déjà, je pense que lui voler sa main, ça lui fait perdre la game. Et si vous lui volez une de ses parties de son icône, je pense qu'il fait échappe.
Il y aura plein de decks. Vous imaginez, genre, même si imaginons parce que Gary a gagné des bons outils. Vous imaginez un Warquette, une fois que sa quête va se finir, il va potentiellement pas pouvoir tout jouer. Vous allez potentiellement lui récupérer des récompenses. Enfin, la carte fait trop flipper, quoi. Enfin, la combo. Alors, c'est pas jouable contre aggro, hein, mais Druid a aussi maintenant la possibilité si vraiment la carte déglingue les decks contrôle, vous allez juste potentiellement chercher une deuxième win condition au cas où, comme Meritra ou d'autres cartes. Il y en a, hein, il y en a des cartes qui cassent le jeu, hein, genre vous pouvez même quand même jouer Ombre Crow juste parce que il y a des decks où quand Ombre Crow arrive sur 2 coups de rampe, il y a aucun deck qui peut gérer ça. On verra, mais vous pourriez jouer, si ça suffit pour battre les decks contrôle, voire midrange, ben, vous allez juste, blinder votre deck de tech anti-aggro et tuer les decks contrôle avec cette combo. Moi, j'y crois en vrai. J'y crois un peu finalement, hein. Je peux me tromper, hein, peut-être que Druid n'a pas besoin de ça, mais pour moi, c'est jouable en vrai. L'Oiseau en captivité qui, pour moi, coûtait 3. À 3, c'était complètement fumé. Mais bon, malgré tout, 5, en fait, je pense que ça motive quand même à se mouiller un peu pour préparer des cartes un peu chères et jouer, du coup, une provocation gratuitement. Et ensuite, il y avait le Murloc-Homme, ce qui est pour moi plus une carte fun, mais qui a une mécanique qui peut quand même embêter votre adversaire, mais je pense qu'on ne la verra pas. Et voilà, on en a fini. Sur ce, je vous laisse. J'espère que l'analyse vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des cartes que l'on a vues sur cette vidéo. En attendant, du coup, on se retrouvera pour la sortie de l'extension. J'ai vraiment hâte. Le power level de l'extension est vraiment hyper intéressant. Il y a beaucoup de nouvelles synergies. Ça donne vraiment envie de tester plein de trucs. Pour le coup, je suis vraiment très content de ces reveals. Et, et donc, on essaiera tout ça dès que possible. En attendant, buvez de l'eau parce que la chaleur ne s'est pas tout à fait calmée. Et prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et à bientôt les monstres.